Salut à tous et bienvenue dans Social Blog sur i24 News, le magazine de la nouvelle génération du Moyen-Orient. Chaque semaine sur ce plateau, on vous fait découvrir tout ce qui agite les sociétés. On en parle avec nos blogueurs. Avec moi ce soir, des blogueuses, la pétillante Myriam Calfon, chère mère aussi du blog Notes sur Tel Aviv, également journaliste au Jérusalem Post, édition française. Vous en assurez la rédaction en chef. Et face à vous, Ilana Attali du blog Instantané sur Tel Aviv. Vous y parlez avec une très belle plume de société. Merci à toutes les deux d'être avec nous. Au milieu de ce social blog, un cours de cuisine pour approcher les migrants africains et les Israéliens, un documentaire choc sur l'envers du décor des lycées algériens et les meilleurs sites sélectionnés par nos blogueuses. Mais avant de parler de tout ça avec Ilana et Myriam, petit retour sur le monde en 56 secondes. La pop culture, c'est maintenant et c'est le 56K. Pamela Anderson s'adresse directement à Benyamin Netanyahou par courrier interposé. Récemment en visite dans le pays, elle a demandé au Premier ministre israélien l'interdiction de la vente de fourrure. Elle a invoqué la notion de compassion, affirmant qu'Israël avait tout à y gagner. Gagner 6 000 € par mois en mangeant en ligne sur le net, c'est ce que fait Park Seon-yeon, une Sud-Coréenne de 34 ans. Le mukbang, littéralement voyeurisme gastronomique, fait fureur et se décline en 350 programmes. Les internautes, essentiellement des célibataires qui ne veulent pas manger seuls, offrent de l'argent virtuel converti en argent véritable. Une façon de lutter contre la solitude, seule face à son écran. 34% des femmes au Pakistan estiment que tenir tête à leur mari est une cause valable de violence conjugale. Le sondage cité par The Express Tribune a été mené par un organisme de santé et de démographie au Pakistan. Et il proposait plusieurs options. 19% des hommes estiment que sortir sans avoir prévenu est un motif valable. Cerise sur le gâteau, 18% des femmes estiment qu'avoir fait brûler le repas est une cause suffisante de violence conjugale. Ilana, votre choix parmi ces trois infos? Alors moi, je vais choisir le dernier sujet. Je pense que c'est relativement terrible puisqu'on se rend compte sondage. en fait, oui, au Pakistan, que la domination masculine est complètement intégrée par les femmes et elles sont leurs propres bourreaux. Vous pensez que les Et je trouve ça réponses sont terrible. sincères? Je pense que oui, je pense que c'est sincère. Myriam. Malheureusement. Pamela Anderson. Non, parce que comme vous savez, Rudy, je suis végétalienne moi-même et je milite pour le droit des animaux et tous les moyens sont bons et donc pourquoi pas. Pamela On a Anderson. eu Brigitte Bardot, on a Pamela Anderson. Inclus. Très bien. 52 000, c'est le nombre d'immigrés africains illégaux en Israël. Et il y a quelques semaines, ils sont descendus dans la rue pour demander l'asile politique au gouvernement. Le sort de ces immigrants est devenu une question qui divise la société israélienne. Pour apporter de la nuance et créer le dialogue, Yael Ravit a créé Kitchen Talks, un cours de cuisine dans lequel migrants illégaux d'origine africaine donnent des cours de cuisine. Nous avons suivi Hassan, originaire du Darfour et chef d'un jour. C'est le portrait de la semaine et il est signé David Grombin et Ranchnek. Je m'appelle Hassan Ahmad et je viens du Soudan. Pas facile de trouver les bons ingrédients pour Hassan. Des heures durant, il va parcourir le Chouka Carmel de Tel Aviv pour préparer un cours de cuisine africaine qu'il donnera dans quelques heures. Tomatoes, green muscles, yeah. Green onions. Hassan est arrivé illégalement en Israël en 2010. Après avoir vu une partie de sa famille décimée, il refuse de faire son service militaire et part pour l'Égypte, puis Israël. Passionné de photos, mais aussi cuisinier amateur, il se mue en prof de cuisine pour des cours aux accents de politique et de tolérance, les Kitchen Talks. Vous savez, je passe la plupart de mon temps seul et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire à manger. Grâce à cela, j'ai acquis des talents culinaires. Quand je suis venu en Israël, j'ai entendu parler des Kitchen Talks par mon professeur de photographie. Elle m'a parlé de ce projet et elle a pensé que ce serait bien pour moi, puisque j'aime la cuisine. Et je me sens responsable de ma communauté ici. Comment rapprocher ma communauté et la société israélienne? Le projet Kitchen Talks réunit une soixantaine de cuisiniers venus d'Afrique, mais aussi d'Israël, autour de la gastronomie et de la culture pour briser les préjugés. Il y avait une femme propriétaire de 3 restaurants et elle m'a dit qu'elle a adoré mon plat. Ensuite, elle a goûté ma salade et elle a énormément apprécié. Elle m'a donné un bout de papier après pour que je lui donne la recette. Et elle m'a dit « Hassan, s'il te plaît, j'aimerais que tu viennes cuisiner pour moi ». Et ça m'a personnellement fait plaisir, pas seulement en tant que gérant de restaurant. Ce soir est un cours particulier pour Hassan, car c'est le dernier.
En situation irrégulière, il rejoindra dans quelques jours un centre de rétention de Cholot, dans le désert israélien. Pour Yael, à l'origine du projet Kitchen Talks, casser les clichés est une urgence pour apaiser un climat tendu autour des immigrés illégaux en Israël. Et la culture culinaire est le meilleur des facteurs. De cette façon, les gens peuvent apprendre à connaître la culture et les traditions et expérimenter d'autres choses. Comme ça, ils ne verront pas les réfugiés comme des gens dangereux ou des gens pour qui il faut avoir de la pitié. Playlist africaine et ambiance détendue, Hassan s'active à préparer un salad aswad, son mets préféré. À l'heure du dîner, le restaurant est rempli d'amis venus saluer Hassan, des militants, mais aussi de simples voisins. Je pense que c'est vraiment dommage. Le pays devrait trouver une solution pour les garder ici et les laisser s'établir ici. Je n'ai pas envie de lui dire d'être fort parce que je sais qu'il le sera. Et je n'ai pas envie de lui souhaiter de continuer ses études parce que je sais qu'il le fera. Personne ne peut trouver de meilleur endroit que son propre pays et je ne suis pas venu ici pour y vivre et m'établir et avoir une meilleure vie. Une meilleure vie, c'est toujours à la maison, quand personne ne t'appelle par ta nationalité en surnom. Alors Ilana, est-ce que vous pensez que cette initiative, elle est là pour finalement donner bonne conscience aux bobos de Tel Aviv qui vont partager un plat et puis rentrer chez eux loin des problèmes de ces gens, de ces migrants? Ou est-ce qu'il y a une réelle utilité à mettre ce genre d'initiative en place? Je pense que c'est une initiative qui est toujours bonne à prendre. C'est toujours bien dans un contexte où il y a beaucoup de désinformation, où il y a aussi de la déshumanisation de cette population-là. Je pense que c'est toujours bien de remettre comme ça en avant un caractère humain, de mettre en avant des parcours individuels, de comprendre qui sont ces gens, comment est-ce qu'ils sont arrivés ici. Maintenant, je trouve que ça reste relativement anecdotique et de toute façon, la problématique reste en place et il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises au plus haut niveau étatique. Pour ce problème. Oui, enfin moi je rejoins Ilana là-dessus, même si on n'est pas d'accord à la base. J'ai rien contre Hassan, j'ai rien contre ce genre d'initiative, mais je pense justement que c'est ça le problème, c'est que on va toucher la population, on va être avec des arguments émotionnels et c'est très bien d'être dans l'humain, mais je pense que ce genre de question de est-ce que oui ou non on fait une politique immigratoire pour une communauté qui est pas loin des 100 000 personnes aujourd'hui, elle doit pas se régler au niveau... 100 000 personnes, Myriam, 52 000. on est entre 50 et 60 000 maximum. Alors ok, je revois mon estimation à la baisse, 70 000, ces gens-là font des enfants, il ne faut pas se leurrer. Je pense qu'on est aussi, on ne doit pas régler ce genre de questions avec l'humain, avec le sentimental, mais faire un pas en arrière et regarder d'un point de vue étatique, est-ce que oui ou non l'État a les moyens de les intégrer? Est-ce qu'il le souhaite et est-ce qu'il en a les moyens, ce dont je ne suis pas du tout sûre. Et donc ce genre d'initiative ne va pas ajouter quelque chose de débat à ce niveau-là. Alors, je suis entièrement d'accord avec le fait qu'il faut aussi prendre... Là, c'est bien de réhumaniser comme ça le débat. C'est bien aussi de prendre un pas en arrière, comme tu dis, Myriam. Et à partir de là, on se rend compte aussi, ce qui se passe actuellement, il faut que les gens le sachent. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de désinformation. C'est qu'au niveau étatique, il n'y a pas de politique qui est mise en place à l'encontre de ces réfugiés. Il n'y a aucune politique. Depuis 2011, où l'ONU a repassé le dossier au ministère de l'Intérieur, ça a été complètement gelé. On a des cas de ci, de là, de demandes d'asile qui sont prises en compte. La majeure partie des Érythréens et des Soudanais, leurs demandes d'asile sont mises complètement de côté. L'État israélien ne veut pas en entendre parler. La position du gouvernement israélien, c'est de dire que ce sont tous des infiltrés. Ce sont tous des réfugiés économiques. Ils sont tous réfugiés économiques, ça, c'est d'après la position... vous. Ah non, pas d'après moi, d'après le gouvernement israélien. Alors, ils se disent réfugiés politiques. Et d'ailleurs, on va entendre un représentant de la communauté africaine qui a été reçu à la Knesset, le Parlement israélien. Voilà ce qu'il dit. Ce que nous demandons au gouvernement israélien, c'est de nous donner une protection temporaire et de nous traiter comme des êtres humains et qu'il nous donne l'opportunité d'avoir une éducation. Comme ça, quand on retournera dans notre pays, on pourra faire changer les choses et plus personne n'aura à fuir son pays pour demander asile ailleurs. C'est ça que nous demandons à Israël. Myriam, là on parle donc de réfugiés politiques, mais ils sont, vous le disiez, aussi réfugiés économiques. Est-ce que cette notion de réfugiés économiques, est-ce que finalement la misère n'est pas une forme de désespoir et de violence? Bien sûr que si, mais la misère, elle ne concerne pas que les immigrants d'Érythrée ou du Soudan ou les gens qui sont ici en Israël. La misère, il y en a partout. À ce compte-là, on ouvre les portes et on fait rentrer tout le monde et ça porte préjudice à une société qui se construit et qui a besoin de garantir le droit de ses citoyens. Bien sûr que si, il y a de la misère. Mais je pense aussi déjà, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pour revenir à ce qu'on a vu là, je ne pense pas qu'ils soient pas traités humainement. Déjà, il faut le dire. Il faut regarder ce qui se passe à Cholot dans les hôpitaux quand ils en ont besoin. Myriam, la raison pour laquelle ils sont en Israël et pas en Égypte, c'est
c'est parce qu'en Égypte, ils se font tabasser. Enfin, on est quand même dans un pays qui respecte les droits de l'homme. Il faut quand même le dire. Je trouve qu'on exagère un petit peu le calvaire en disant les pauvres, absolument. Non, la problématique, elle est pas là. Ils sont bien traités. Non, la problématique, elle n'est pas là. La problématique, c'est qu'on ne leur donne pas la chance d'être définis comme réfugiés ou non réfugiés. Israël est un État souverain, Israël a le droit de dire qui rentre sur son territoire ou qui n'y rentre pas, on est tout à fait d'accord là-dessus. Maintenant, il faut respecter. Israël a signé la Convention de Genève et la loi de 51 sur le statut des réfugiés. On a des critères qui définissent qui sont réfugiés, qui ne sont pas réfugiés. Pourquoi est-ce qu'Israël ne prend pas en compte ces demandes ? Pourquoi est-ce que les mêmes demandes d'Érythrée... Parce que ces questions-là ici, les réfugiés africains, ils sont là, les réfugiés africains qui sont en Israël, oui, c'est un nouveau problème, donc il n'y a pas de politique, mais il faut le mettre en place. Et là, c'est la politique de l'autruche. Non, il n'est pas mis en place. Myriam, je suis volontaire dans une association et je sais que la plupart de ceux qui viennent d'Érythrée et du Soudan, qui sont à 70% reconnus comme plitim, comme réfugiés dans les autres pays signataires de la Convention de Genève, ne le sont jamais en Israël. Pourquoi ? En Érythrée, on a une dictature ultra sanglante. Au Soudan, on sait ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'en Israël, ils ne sont pas pris en compte ? D'une part, le Soudan du Sud a été créé il n'y a pas longtemps et une partie des Soudanais sont repartis. Qu'est-ce que tu dis de l'Érythrée, Myriam ? Qu'est-ce que tu dis de l'Érythrée ? Les immigrants érythréens. Pourquoi est-ce que leurs demandes sont toujours mises de côté ? Parce qu'Israël ne veut pas reconnaître leur statut de réfugié. Et en plus de ça, c'est une solution suicidaire parce qu'en attendant, comme tu dis 70 000, moi je dis entre 50 et 60 000, ils sont là, ils font des enfants, comme tu dis, ils travaillent, ils sont installés. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ils vont pas disparaître par magie. Il faut qu'il y ait des vraies commissions mises en place. C'était il n'y a pas longtemps, Ilana. Oui, c'était il y a pas longtemps. Il y a quand même beaucoup de pays où il y a des camps de réfugiés où on ne sait pas quoi en faire. Israël n'est pas le seul pays occidental à pas savoir gérer ses immigrés. Je suis obligé de vous arrêter dans ce débat qui est très intéressant. On va passer à la suite et au poste en poussant les portes des lycées et des universités d'Algérie. On ne s'attend pas du tout à une ambiance drogue, sexe et rock'n'roll. Et pourtant, deux réalisateurs brisent les tabous dans un documentaire choc qui met en lumière le mal-être des jeunes Algériens. Le poste de Léa Cohen-Robineau, mise en image par Raphaël Cohen, vous en dit plus. En Algérie, deux journalistes munis de caméras cachées ont pu rendre compte du mode de vie déjanté des étudiantes, se faisant passer eux-mêmes pour des étudiants dans les dortoirs universitaires. Résultat, un docu-réalité ayant pour titre Top Secret est diffusé sur la chaîne câblée Al-Nahar, ponctué de sexe, de prostitution, de drogue, d'alcool à outrance et d'avortement. Le documentaire en caméra cachée réussit à faire parler de lui. Mention spéciale pour les séquences de corruption de garde pour contourner le couvre-feu. Une attitude qui révèle peut-être le mal-être de la jeunesse algérienne, déchirée entre désillusion et espoir, entre résignation et désir d'entreprendre. Ils sont coincés entre l'absence de perspective, la précarité, le chômage qui touche 21% des moins de 35 ans, le manque de loisirs et la pression familiale. Et pourtant, près de la moitié des 38 millions d'habitants à moins de 19 ans, un atout majeur non exploité. Les solutions à ce mal-être national, les jeunes cinéastes de l'école de cinéma Béja Yadok ne prétendent pas avoir la réponse, mais ils y répondent par la création artistique lors d'un atelier de création documentaire proposé par l'école. Une scène pour montrer du doigt et dépeindre le quotidien. Et le titre d'un de ces documentaires incarne cette espérance en l'avenir, sans prétention aucune. Un Mekara de Green Wossan, demain est un autre jour. Alors que ce carcan pousse la plupart des jeunes à regarder au-delà de la Méditerranée, les Algériens nés à l'étranger, eux, rêvent de revenir dans une terre où tout reste à faire. J'ai le plaisir d'accueillir par Skype Mohamed Belmaza. Vous êtes étudiant à l'ESSEC et vous contribuez à des parutions en ligne sur le monde arabe comme Réorient Magazine. Merci d'être avec nous, Mohamed. Alors, ma première question, c'est de savoir si ce documentaire choc reflète ce qui se passe vraiment dans la jeunesse algérienne et surtout ce désarroi et ce signe de désarroi. Bonjour, Rudy. Effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est ce qu'on voit dans ce documentaire est vrai et malheureusement n'est pas le cas uniquement de l'Algérie, c'est le cas de plusieurs pays arabes et c'est un phénomène qui est de plus en plus grandissant et donc effectivement, oui, c'est malheureusement vrai. Alors, il y a ce paradoxe dans ce sujet qui dit que les jeunes Algériens d'Algérie veulent s'expatrier alors que les jeunes Algériens nés à l'étranger rêvent de revenir et voient en Algérie une nation start-up en devenir. Comment vous expliquez ce paradoxe ? Alors, en fait, je pense qu'il y a deux types de facteurs à mettre en évidence là. Déjà, il y a les Arabes qui habitent, enfin, les Algériens qui habitent en Algérie, qui veulent partir à l'étranger parce qu'il y a beaucoup d'autorités, beaucoup d'inconvénients à vivre dans ce genre de pays. Comme vous l'avez dit, il y a la pression de la famille, la pression de la société. Il y a aussi les conditions socio-économiques et politiques qui font que ces jeunes-là qui rêvent, enfin qui sont tiraillés entre une société très conservatrice et une ouverture de plus en plus sur l'Occident, et qui veulent en fait vivre à l'occidental, qui veulent ne plus se contenter de ce qu'on leur demande dans leur société très conservatrice. Et il y a aussi de l'autre côté des jeunes qui ont ou grandi ou fait leurs études à l'étranger, par exemple en Europe notamment, et qui rêvent de revenir à leur terre natale ou à la terre de leurs parents. Merci. Justement parce qu'ils voient
soit une terre vierge encore avec énormément d'opportunités. Merci beaucoup Mohamed, à bientôt dans Social Blog. Qui de mieux qu'un blogueur pour sélectionner le meilleur du web, c'est maintenant et c'est le coup de clic. Très rapidement, on va commencer avec votre choix, Ilana. Alors moi, j'ai choisi l'application Facebook que Facebook a mis en place pour ses 10 ans et qui permet de calculer combien de temps de ma vie j'ai perdu sur ce site. Combien ? Et j'arrive à 50 jours. Ouais, moi 64. Myriam. 27. Lifehacker, donc un site de geek à la base, mais qui est aujourd'hui une mine d'infos en tout genre, très très pratique. Je conseille à tout le monde d'aller faire un tour. Très bien, c'est la fin de ce magazine. Merci à toute l'équipe de m'avoir aidé à le préparer. Merci à vous de l'avoir suivi. Les liens, les coulisses de l'émission, c'est sur la page Facebook. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, pour continuer à décrypter ensemble la nouvelle génération du Moyen-Orient. Et d'ici là, restez connectés.